propose une loi révolutionnaire qui va vraiment changer la vie des habitants de la colonie. En tant qu'opposant politique et parti majoritaire du Haut-Canada, je m'oppose à cette loi et je propose la loi B. Non, je n'aime pas cette loi et en tant qu'opposant politique et parti majoritaire du Bas-Canada, je m'oppose à cette loi. Bon, je propose une loi révolutionnaire qui changera vraiment la vie des habitants de la colonie. En tant qu'opposant politique et parti majoritaire du Haut-Canada, je m'oppose à cette loi et je propose la loi A. Non, je n'aime pas cette loi et en tant qu'opposant politique et parti majoritaire du Bas-Canada, je m'oppose à cette loi. Non, 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 non. Ça, c'est à peu près comment s'est comportée la scène politique canadienne de 1854 à 1864 et je vais t'expliquer pourquoi en utilisant la méthode cause-conséquence. Tout commence en 1840 à Lac-d'Union. À ce moment-là, le Haut et le Bas-Canada s'unissent pour former ensemble le Canada uni. Cette constitution qui, à la base, avait pour but d'assimiler les Canadiens français en leur donnant moins de droits, n'a fait qu'empirer les choses en associant deux colonies complètement différentes. En effet, le Canada Ouest, anciennement le Haut-Canada, et le Canada Est, anciennement le Bas-Canada, n'avaient pas les mêmes valeurs et les mêmes intérêts. Ainsi, les partis votés dans le Canada Ouest et Est n'étaient jamais correspondants et la province du Canada n'obtenait alors pas de gouvernement doublement majoritaire, mais plutôt des gouvernements minoritaires, et ce pendant 10 ans. 1851 fut aussi une année de changement pour la politique canadienne, car c'est à ce moment-là que les réformistes, l'alliance qui se démarquait sur la scène politique depuis déjà 1840, se sont séparés. Le but premier de cette alliance était d'obtenir un gouvernement responsable qui a été obtenu en 1848, mais qui ne leur a pas permis d'obtenir une double majorité, ce qui a mené à leur séparation. Louis-Hippolyte Lafontaine, dont on peut retrouver son ancienne maison en plein centre-ville de Montréal, et Robert Baldwin quittent donc leurs fonctions pour laisser place à de nouveaux partis qui se divisent. Ces nouveaux partis sont les libéraux, représentés par le Parti rouge au Canada-Est et par les Clear Grits au Canada-Ouest, et les conservateurs, représentés par le Parti bleu au Canada-Est et les Tories au Canada-Ouest. Le problème est le suivant. Les libéraux et les conservateurs n'arrivent pas à mettre en commun les désirs et les intérêts des habitants du Canada-Ouest et du Canada-Est comme le faisaient tant bien les réformistes. L'élève ne dépassera jamais le maître. Bref, comme le Canada-Ouest avait des manières de penser différentes du Canada-Est, les partis votés n'étaient jamais les mêmes dans les deux régions, ce qui est encore une des conséquences des gouvernements minoritaires. En somme, à cause de Lac-d'Union et de la séparation des réformistes, le Canada n'a jamais réussi en 10 ans à obtenir un gouvernement doublement majoritaire. De ce fait, lorsqu'un parti proposait une loi, l'autre parti la refusait généralement. Ceci mena à 10 gouvernements minoritaires s'enchaînant très rapidement sur une très courte période de temps, d'où vient l'appellation instabilité ministérielle. L'instabilité politique de 1854 à 1864 a causé beaucoup de changements dans la politique canadienne. En effet, en 1864, Georges-Étienne Cartier du Parti bleu, George Brown des Clear Grits et John A. Macdonald des Tories se réunissent pour former ensemble la Grande Coalition. Cette alliance qui unit les deux partis disputant l'Assemblée législative depuis déjà plus d'une décennie est créée justement pour mettre fin à cette instabilité ministérielle et aux problèmes du Canada uni. Une solution longuement discutée au sein de la coalition est le projet de confédération entre toutes les colonies britanniques d'Amérique du Nord. Vient alors la conférence de Charlottetown en 1864 à laquelle participent les 3 chefs de l'Alliance et des délégués de l'île du Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. On dit que cette rencontre est un véritable succès pour nos 3 camarades car ils réussissent à convaincre les invités qu'une union entre toutes les colonies d'Amérique du Nord serait une bonne idée. Un mois plus tard, une autre rencontre a lieu à Québec avec la nouvelle présence de Terre-Neuve pendant laquelle les différentes futures provinces discutent encore une fois des parts et des apports de chacun à la confédération rêvée. La dernière conférence est celle de Londres en 1866 où le projet d'union fédérale est approuvé par le Parlement britannique, ce qui donne donc feu vert au Canada uni, à la Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick pour signer en 1867 l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, l'AANB, qui réunit les 4 nouvelles provinces, l'Ontario, l'ancien Canada-Ouest, le Québec, l'ancien Canada-Est, et les 2 maritimes en un seul pays nommé le Dominion du Canada.
Toutefois, bien qu'on l'appelle un pays, le Canada à cette époque, il ne faut pas oublier qu'il reste un dominion. Il a donc plus de liberté qu'une colonie, mais reste dépendant à la Grande-Bretagne. Ce n'est qu'en 1931, lors du statut de Westminster, qu'il brise tout lien colonial avec elle, mais il faut attendre jusqu'en 1982 pour qu'il devienne indépendant sur le plan constitutionnel, c'est-à-dire qu'il puisse modifier sa constitution de lui-même.